Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons du bus rapide de transfert. Le démarrage est prévu pour ce 15 mai. Une information donnée par le gouverneur de Dakar lors d'un point de presse organisé ce lundi à la gouvernance après des mois d'essayage. Des dispositions ont été prises pour le bon fonctionnement de ce démarrage. Vous suivrez les détails dans ce 20h. Et puis l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales disent niet. Ces travailleurs font comme s'ils n'ont pas lu la circulaire du ministre qui l'appelle à assurer le service minimum. Pour plus d'éclaircissements, vous suivrez les propos de Ndiaga Diop, le secrétaire général du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales, joint au téléphone par Ndella Ndiaye. Actualité sportive, IHF Trophy 2024. Le Sénégal est à la reconquête du titre perdu en 2022 contre la Guinée. Pour cette édition 2024, toutes les conditions nécessaires sont réunies pour atteindre cet objectif défini par la Fédération sénégalaise de handball. Vous écouterez la réaction du coordonnateur technique Pape Ibn Sarr au micro de Sambou Biagui dans cette nouvelle édition du soir. Mesdames et messieurs, c'était le titre. Dans un instant, le développement. Et puis les agents du bureau des douanes de l'aéroport international de Blaise Diagne ont saisi un bocal contenant près de 500 grammes d'amphétamine. La drogue a été découverte dans un colis express en provenance d'un pays asiatique. Le produit était conditionné dans un bocal soigneusement dissimulé dans le reste du contenu du dit colis. La saisie est faite au ciblage du colis sur la base d'éléments pertinents. Le produit a été d'abord testé positif à l'amphétamine par le kit de détection des douanes et confirmé par le laboratoire de la division de la police technique et scientifique. Une opération de livraison surveillée a permis d'appréhender 4 individus impliqués dans ce trafic. Il s'agit de 3 personnes de nationalité étrangère et d'un Sénégalais. Tous ont été déférés au parquet de Mbour sur la division de la communication et des relations publiques. Et puis BRT, le démarrage est produit ce 15 mai. Je vous l'annonçais en titre après des mois d'essayage. Top départ du bus rapide de transfert BRT. Prévu pour ce mercredi 15 mai 2024, une information donnée par le gouverneur de Dakar lors d'un point de presse lundi à la gouvernance. À cet effet, des dispositions ont été prises pour le bon déroulement du démarrage, notamment des unités policières et des sapeurs-pompiers seront déployés 24 heures sur 24 pour la sécurité du BRT et intervenir en cas d'incident. Amsatou Gano, Serge Junior Ndiaye. Au terme de la réunion, nous avons pu constater que effectivement le BRT peut commencer à rouler et véritablement que l'exploitation commerciale puisse évidemment démarrer. Malgré que les travaux du bus rapide transit ne soient pas encore terminés, notamment certaines signalisations, son démarrage est prévu le 15 mai 2024. Un tas de dispositifs sécuritaires est mis en place sur les usagers du BRT dans le but d'éviter un quelconque incident. Nous avons également pu nous accorder sur les dispositions d'ordre sécuritaire à prendre en relation avec la police de la circulation d'une part et le commandant en charge de la sécurité du BRT d'autre part. Et par rapport à cela, nous avons retenu que 24 heures sur 24, que le corridor soit sécurisé.
Après l'annonce de l'acquisition du BRT, les prix des billets étaient la préoccupation première des populations. Alors, le prix sera extrêmement accessible, ce sera entre 400 et 500 francs. Ça veut dire 500 francs permettra de faire tout le couloir, 18 km entre Guédiawaye et Petersen. C'est un vrai soulagement quand vous voyez qu'il y a encore certains de nos concitoyens qui payent jusqu'à 2000, 3000 francs entre Guédiawaye et Petersen. Le bus Rapid Transit 100% électrique résoudra certainement la mobilité urbaine à laquelle la population est longtemps confrontée. La sécurité du bus Rapid Transit et puis ce 13 mai, Dakar a abrité la rencontre du réseau des chambres de métiers de l'artisanat de la zone UEMOA à l'hôtel Axil ex-Federbe. Cette assemblée générale a pour but de mettre en place un bureau pour promouvoir le secteur de l'artisanat dans les pays membres suivant le modèle de Burkina Faso. Selon le premier vice-président du réseau, Issa Dieye, l'artisanat joue un rôle essentiel pour le développement économique des pays membres de l'UEMOA. Amsatou Gano, Sayer Junior Ndiaye. Comme vous l'avez dit tantôt, l'artisanat joue un rôle essentiel pour le développement économique des pays membres de l'UEMOA. C'est pour cela que le réseau des chambres de métiers de l'UEMOA est né. Ce qui est beaucoup plus important pour le développement des pays et la naissance de ce réseau. Nous voulons d'abord vraiment le transfert de compétences des artisans à travers l'espace UEMOA, mais jouer un rôle également pour faciliter la commercialisation des produits des artisans dans l'espace UEMOA. Bien sûr, ça sera facile avec le réseau, c'est pourquoi nous nous sommes concernés avec nos collègues présidents de l'espace UEMOA pour être vraiment l'intermédiaire à travers les pouvoirs publics entre les artisans et nos dirigeants. Et je sais que ça ne sera pas difficile, c'est un travail déjà étudié et à mon avis, ça ne sera pas difficile à le réaliser. Vu que chaque État, chaque président de nos nations, vraiment considère l'artisanat et croire au secteur de l'artisanat, même également la commande publique. Si je prends l'exemple de Burkina Faso, ils ont beaucoup avancé parce que eux, ils ont signé un protocole d'accord, la Chambre nationale des métiers et leur État, du fait que les artisans burkinabés vraiment capitalisent, bénéficient de toute la commande publique. Parlons environnement. Le nouveau ministre en charge de ce secteur a effectué sa première tournée à Tambacounda. Daouda Ngom a félicité les hommes du colonel Mamadou Gueye, inspecteur régional des eaux et forêts. En effet, d'importantes saisies de matériel et engins lourds utilisés par des individuels mal intentionnés pour détruire nos forêts sont saisis par des agents des eaux et forêts, ce qui traduit le danger du phénomène d'exploitation abusive des ressources forestières, selon le ministre qui annonce que des efforts seront consentis pour mieux accompagner les agents. Daouda Ngom, ministre de l'Environnement et de Transition écologique, que nous écoutons au micro d'Amadou Diallo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, suite à la sortie du communiqué du ministre des collectivités territoriales, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales s'insurge contre le circulaire du ministre qui appelle à assurer le service minimum. En encore Ndiaga Diop, le secrétaire général du dit syndicat. Ils comptent bien continuer leur mouvement d'humeur entamé depuis déjà plusieurs mois maintenant. Il est joint au téléphone par Ndele Ndiaye. Nous sommes désolés de la sortie de la lettre circulaire du ministre des collectivités territoriales pour la continuité du service public dans les communes, n'est-ce pas? Il s'inquiète de la situation préoccupante dans les centres d'état civil et demande au maire et au président du conseil départemental d'instaurer un service minimum, n'est-ce pas? Le ministre Fofana, vraiment avec tout l'espoir que nous avons placé sur sa personne pour régler définitivement cette revendication qui date de presque 2 ans, en lieu et place, il essaie de briser notre grève
n'est-ce pas, qui reste être une grève légitime, n'est-ce pas, devant la loi. Cependant, nous ne nous laisserons pas faire. Nous allons continuer le combat jusqu'à satisfaction de notre revendication. Sur ce, l'intersyndicale a décidé de reconduire son mot d'ordre de grève de 120 heures pour le lundi 13 jusqu'au vendredi 17 mai sur toute l'étendue du territoire. Et puis le chef de l'État a demandé l'arrêt des travaux sur le littoral, une mesure saluée par Mignane Diouf, coordonnateur du Forum civil social. Il appelle de même les autorités à ne pas faire marche arrière. Il est joint au téléphone aussi par Ndel Ndiaye. Nous avons suivi et appris la décision du chef de l'État d'arrêter les travaux, les chantiers au niveau de la corniche. Quelle analyse on a fait? Nous avons salué parce qu'il y avait beaucoup d'occupations, d'anarchie et des occupations qui sont très irrégulières sur la corniche. Et par conséquent, je crois que ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter cela et de faire le point pour savoir comment on est arrivé à cette occupation anarchique qui a fermé le littoral et empêché aux Sénégalais, aux autres personnes d'accéder à la plage. Donc c'est une décision que nous avons saluée et soutenue. Oui, on peut négocier, mais négocier ne veut pas dire aussi reculer. Négocier, c'est de parler du problème, soulever les problèmes et essayer de voir dans ces problèmes-là qui sont soulevés, qui est responsable de quoi. S'il y a des gens qui sont responsables de quelque chose, mais qu'elles reconnaissent qu'ils sont fautifs, ces personnes-là, et que la loi, ce que la loi permet de faire soit fait. Parce qu'en vérité, la loi interdit de construire sur le littoral. Si quelqu'un le fait maintenant, c'est celui-là qui a construit qui est hors de la loi. Et si on est hors de la loi, il faut donc accepter que la loi vous sanctionne et que la loi soit rétablie. Autre suspension, c'est la décision de suspendre les procédures domaniales prises par la direction de l'impôt et des domaines qui permettra d'étudier les problèmes liés au foncier avec plus de sérieux, particulièrement dans la zone Malika-Tivaouane-Peulh. Toutefois, cette suspension ne devrait pas durer, du moins c'est l'avis d'Abdoulaye Sow, le coordonnateur général de la cité Abdoulaye Thiaw de Malika. Il appelle le nouveau gouvernement à prendre ses responsabilités. Il est au micro d'Aïsatouba. Bon, parce que nous ne pouvons que saluer cette décision parce que c'est une demande collective et nous l'avons souhaité auprès du Premier ministre. Aujourd'hui, on constate qu'on a arrêté les constructions dans la commune de Malika et Tivaouane-Peulh pour mieux régler ce problème. Maintenant, nous ne voulons pas que cette suspension dure longtemps et qu'on nous remet ce qui nous revient de droit. Le problème de Malika est une histoire ancienne. Il s'agit des terres qui appartenaient à nos grands-parents et vu que nous sommes les héritiers, nous avons décidé de rester vivre ici. D'ailleurs, l'État le sait bien, mais des promoteurs immobiliers veulent s'accaparer de ces terres. Certains occupent 15 hectares, d'autres 20, voire 4 et 8, ce qui est anormal et nous, le collectif des 3500 familles, nous voulons et réclamons nos terres maintenant. Ce qui reste, les autorités peuvent en faire ce qu'ils veulent. On n'a pas ce problème. C'est ce que nous demandons au président de la République. En tant que collectif, nous demandons le Premier ministre, nous demandons le président Diomaye Bassirou Faye. La mairie de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur a organisé sa première édition de la foire sur le thème « La foire, un outil de promotion des produits locaux pour un développement économique de cette commune ». Pour la première édition, le maire Alioune Tall souligne le rôle des femmes dans la production agricole et la sécurité alimentaire dans de nombreux pays en développement. Suivons sa réaction au micro de Lamine Djedjou. La première édition, n'est-ce pas, donc, de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, qui est des moments de partage, d'échange, en tout cas entre acteurs ou actrices de développement de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Et vraiment, c'est une occasion de remercier toutes les femmes qui se sont mobilisées depuis hier, en tout cas, pour montrer leur savoir-faire. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport au thème qui a été vraiment retenu cette année, n'est-ce pas, donc la foire, un outil de promotion, n'est-ce pas, de produits locaux. Et je voudrais vraiment remercier les femmes. Et comme je l'ai dit à l'entame, nous sommes dans un processus. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aboutissement de ce processus qui a démarré avec la formation
de plus de 200 femmes de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Et je voudrais ici vraiment remercier aussi le maire de la ville de Dakar qui a une vision, qui a compris aussi les enjeux de l'heure. Et je pense qu'à travers le FODEM, n'est-ce pas, nous avons initié beaucoup de formations. Des formations en teinture, des formations en transformation de fruits et légumes, des formations en transformation de produits de céréales locales, n'est-ce pas, donc des formations en pâtisserie, et j'en passe. Et d'autres formations aussi qui ont été initiées pour la fabrication de savon liquide et d'eau de javel. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était l'occasion de capitaliser tout ça et permettre justement aux dames qu'on mette en place justement une organisation, c'est-à-dire la foire, pour leur permettre de présenter en tout cas au public ce qu'elles ont pu faire, de ce qu'elles ont pu capitaliser en tout cas en termes d'expérience. Et la préférence était locale. Et pour la plupart des femmes qui ont contribué, qui ont accompagné cette journée, c'est des femmes qui habitent l'espace communal de Mermoz-Sacré-Cœur. Je l'ai toujours dit, nous on n'a pas besoin d'aller chercher l'expertise en dehors de la commune. Tout ce dont nous avons besoin est ici au niveau de notre espace communal. Et c'est l'occasion de réitérer en tout cas nos remerciements, toute notre gratitude et notre parfaite reconnaissance à toutes ces dames-là qui se sont mobilisées. Parlons littérature. Le jeudi 9 mai 2024 à la maison d'édition Jimsan à Mermoz, Felwine Sarr a présenté son livre intitulé Le bouddhisme est né à Colobane, un roman qui parle d'amour, mais le côté difficile de l'amour qui est souvent ignoré par certains écrivains ou chanteurs, ont compte rendu de Mansour Diassé. Le jeudi 9 mai 2024 a été un jour de réflexion et de partage comme on a l'habitude de le constater à la maison d'édition Jimsan à Mermoz. Felwine Sarr, le maître des lieux, y a présenté son livre intitulé Le bouddhisme est né à Colobane. C'était devant ses amis, ses sympathisants et un public enthousiaste. À cette occasion, cet écrivain prolifique a fait un résumé de son œuvre. C'est un recueil de nouvelles sur le thème de l'amour. Le livre s'appelle Le bouddhisme est né à Colobane. Et c'est des fragments, donc c'est une méditation, une réflexion, des récits qui essaient d'explorer différentes dimensions et facettes de cette grande question-là. L'auteur apporte des éclairages sur le choix du titre de son œuvre que certains qualifient d'audacieux. Le titre est un clin d'œil et le titre n'est pas une affirmation, c'est un geste littéraire et poétique. L'essence du bouddhisme, c'est d'accepter le flux et le mouvement des choses. Et je pense que des gens assis sur un banc à Colobane qui voient tout ce qui se passe, qui en acquièrent une sagesse, un regard sur la vie. Ça peut être aussi un lieu, Donc c'est un lieu, ça peut être un lieu où le bouddhisme aurait pu être né. Donc c'est pas une affirmation historique, c'est une affirmation esthétique et poétique, pour dire que de tous les lieux au monde, on peut avoir un regard sur les choses, un regard spécifique et particulier. Par ailleurs, Felwine Sarr, connu pour ses prises de position fermes, est revenu sur son engagement, mais aussi sur les dérives qui ont été commises par l'ancien régime. Je pense qu'il y avait vraiment un désir de changement dans le pays qui était important. Et je pense que les 3 dernières années, on a vécu une restriction de l'état de droit, une violation des libertés individuelles, une violence même qui a été adressée au corps social. Et que pour la démocratie sénégalaise, c'est pas acceptable. Ça nous dévie de notre trajectoire historique. On a même vécu ici une suspension des élections, des choses que nous n'avions jamais vécues, des incarcérations de masse, de la violence, de la torture. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on ait pu démocratiquement opérer cette révolution, ramener le pays sur une trajectoire. Actualité sportive, la conférence Sahara de la Basketball Africa League Ball a pris fin ce dimanche 12 avril 2024 à Dakar Arena devant les chefs d'État sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye et rwandais Paul Kagame. La douane a dominé la paire du Rwanda 79 à 54. Les Gabelous se qualifient ainsi au play-off qui aura lieu à Kigali. Un compte-rendu de Mansour Diassé. Comme l'US Monastir, l'AS Douane a aussi décroché son ticket pour les playoffs de la saison 4 de la Basketball Africa League Ball. Les hommes de Mamadou Ndiaye Pabi ont corrigé l'armée patriote rwandaise APR par 79 à 54 pour compléter le tableau du Final 8 prévu au Rwanda. Un match comptant pour la 6e et dernière journée de la conférence Sahara. Les Gaboulous ont dominé leurs adversaires du début jusqu'à la fin de cette rencontre. Première quart-temps 23 à 18, deuxième quart-temps 44-28
troisième quart-temps 63-46 et quatrième quart-temps 79-54. Ils prennent le revanche sur l'APR qui leur avait battu lors de la troisième journée. L'AS Douanes termine ainsi la conférence à la deuxième place avec 3 victoires derrière River Spurs du Nigeria qui totalise 4 succès. Il devance l'US Monastir qui a 4 victoires au goal average particulier. Mais le fait marquant de cette dernière journée était la présence des présidents Bassirou Diomaye Faye du Sénégal et Paul Kagame du Rwanda venu à Dakar Arena pour assister à cette dernière journée de la conférence Sahara de la saison 4 de la Basketball Africa League. Le chef de l'État rwandais a profité de sa visite officielle au Sénégal pour prendre part avec son homologue sénégalais à ce tournoi initié par NBA. Ils ont été ovationnés à leur arrivée dans le stade. IHF Trophy 2024 pour cette édition 2024 de la dite compétition réservée aux joueurs âgés de moins de 18 et 20 ans. Le Sénégal a l'objectif de reconquérir le titre perdu en 2022 contre la Guinée. Toutes les conditions sont réunies pour atteindre cet objectif défini par la Fédération sénégalaise de handball. Voici le coordonnateur technique national, Pape Ibn Sarr, au micro de Sambo Biagui. La semaine là, par rapport aux autres préparations, si, la différence est qu'on avait les jours, les stages précédents, c'était pour tester les gosses. Et cette dernière semaine-là, c'est le tri qu'on doit amener en Mauritanie. Oui. À leur arrivée, on a vite entré dans le but du sujet, qui est la préparation du tournoi proprement dit. Oui. Et pour ça, on a revu la condition physique, les schémas en défense comme en attaque, pour peaufiner aussi quelques identifications par rapport à ce qu'on va jouer là-bas durant le tournoi, par rapport à l'adversaire qu'on croit savoir connaître son stratégie. Pas tout à fait, parce que ce tournoi-là, presque on peut dire chaque année, il y a des changements, vraiment. Mais les pays restent les mêmes, éventuellement. Mais en général, c'est la Guinée ou le Cap-Vert qui étaient nos vrais adversaires. Oui. Ça, c'est l'objectif. Vous savez que ce tournoi, c'est un tournoi dont seule la première place est importante. Donc, je crois qu'avec l'édition précédente, nous en sortons vraiment avec la médaille d'or. Jusqu'en 2022, la Guinée nous a détrônés et nous avons préparé pour aller reprendre notre dû, comme j'ai l'habitude d'en parler avec les gosses. Parlons lutte en sport bien de chez nous et puis le drapeau du chef de l'État. Au total, 154 lutteurs venus des 14 régions du pays ont participé aux compétitions de lutte traditionnelles de la 24e édition du drapeau du chef de l'État à Mbour. Fatick n'a pas réussi à mettre fin à l'hégémonie de Dakar malgré une finale qui a entretenu le suspense jusqu'au bout. Ainsi, la région de Dakar conserve son titre de champion en alignant un 3e succès de rang 2022, 2023 et 2024. La dite équipe a empoché la somme de 10 millions de nos francs des mains de la ministre des Sports, Khady Gaye, tandis que Fatick, 2e, Kaolack, 3e, ont respectivement reçu les sommes de 5 et 2 millions de francs CFA en guise de récompense. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette actualité de ce lundi. Merci d'avoir suivi ce journal. Nos remerciements à toute l'équipe de